Au cœur des montagnes de Santa Cruz, dissimulées à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'effervescence de San Francisco, repose l'un des secrets les mieux gardés de Californie. Filoli, un domaine où 6 hectares de jardin à la française côtoient un manoir géorgien de 5000 mètres carrés, le tout protégé par un écrin de plus de 260 hectares de nature vierge. Aujourd'hui, des centaines de milliers de visiteurs s'y perdent chaque année, arpentant des parterres qui semblent tout droit sortis d'une vieille demeure anglaise et admirant ces intérieurs que Hollywood a maintes fois choisis pour incarner à l'écran le summum de la richesse et du pouvoir absolu. Mais il fut un temps où ces grilles restèrent closes aux étrangers. Pendant près de 60 ans, Filoli n'a appartenu qu'à 2 dynasties. L'homme qui a érigé ce monument tenait entre ses mains l'eau qui coulait dans chaque foyer de San Francisco et possédait l'une des mines d'or les plus prolifiques de l'État. Au moment de concevoir ce domaine, William Bowers Bourne II avait déjà amassé une fortune qui se chiffrerait aujourd'hui en milliards de dollars. Il possédait tout ce que l'argent permet d'acquérir. Tout sauf le temps. Car l'histoire de Filoli ne se résume pas à ses salles de bal et ses jardins. C'est le récit d'un homme tentant de bâtir un paradis terrestre alors même que son corps l'abandonnait. C'est l'histoire d'une fille disparue tragiquement de l'autre côté de l'océan, d'une épouse témoin silencieux de l'effritement de sa lignée et des héritiers qui ont lutté pour sauver ce qu'ils avaient créé. 4 membres de la famille Bourne reposent sur ces terres, loin des regards des touristes. Avant de devenir l'ultime vestige intact de l'âge d'or californien, ce lieu avait une autre vocation, bien plus intime. Il devait être un sanctuaire pour rajeunir. Il devint, ironiquement, le lieu où un empire s'éteignit. Voici comment fut bâti le plus beau domaine de Californie, qui en a payé le prix, et pourquoi il a survécu là où tant d'autres ont sombré dans l'oubli. Chapitre 1. L'héritier de l'Empire. William Bowers Bourne II n'avait jamais imaginé devoir porter un tel fardeau si tôt. Il n'avait que 17 ans, en ce mois de janvier 1875, lorsque sa mère le somma de quitter l'université de Cambridge. Le télégramme arriva sans avertissement, brutal. Le patrimoine paternel s'effondrait, la fortune familiale s'évaporait. L'ordre était simple, rentre immédiatement. Le jeune homme qui embarqua alors sur le navire quittant l'Angleterre avait grandi dans l'opulence de Nob Hill à San Francisco. Son père, William Bourne Sr., arrivé sans le sou durant la ruée vers l'or, avait bâti un colosse financier mêlant mines, investissements, banques et assurances. Ils vivaient comme des rois. Mais le rêve s'était brisé. Tout avait basculé avec l'acquisition de la mine Empire, près de Grass Valley, en 1869. Après quelques années fastes, la production avait chuté. Le filon semblait tari et les puits profonds étaient noyés par les eaux souterraines. En 1874, la mine n'était plus rentable. En juillet de cette même année, William Bourne Sr. nettoyait son revolver dans son bureau. Le coup partit, accident tragique ou geste désespéré d'un homme acculé. Le coroner ne put se prononcer, mais la blessure fut fatale. Son fils étudiait encore les classiques à Cambridge lorsque le drame survint. L'héritage que le jeune William reçut n'était qu'un champ de ruines. Les investissements de son père étaient hypothéqués les uns contre les autres, la mine Empire était à l'agonie et les dettes s'accumulaient. À 22 ans, William fit face à un dilemme, laisser l'Empire s'effondrer ou livrer bataille. Il choisit le combat. Là où tout le monde voyait une mine épuisée, William percevait encore une lueur. Le problème n'était pas l'absence d'or, mais la méthode pour l'atteindre. La plupart des ingénieurs jugeaient impossible de forer au-delà de 360 mètres à cause des infiltrations d'eau trop sévères et des coûts prohibitifs. William, lui, décida de plonger plus profond. Il s'associa à son cousin George Starr, un prodige de 19 ans passionné par les technologies minières. Ensemble, ils révolutionnèrent l'exploitation, nouveau système de pompage, foreuse moderne et surtout, l'embauche de mineurs venus de Cornouailles. Ces hommes dont les familles extrayaient l'étain et le cuivre depuis des générations. Eux savaient dompter l'eau. Eux savaient briser la roche dure. Pendant plusieurs années, la mine Empire atteignit à peine l'équilibre budgétaire. Les coûts d'exploitation engloutissaient chaque centime, mais William ordonna de creuser toujours plus bas, 450, 550, 600 mètres. En 1884, le pari fut gagné. La mine redevint rentable.
Au cours des 4 décennies suivantes, la mine Empire allait produire près de 6 millions d'onces d'or, devenant l'une des plus riches de l'histoire californienne. Le jeune étudiant rappelé de Cambridge avait non seulement sauvé l'honneur familial, mais bâti une fortune encore plus grande. Pourtant, l'or ne lui suffisait pas. Dans les années 1890, William tourna son regard vers une ressource bien plus vitale pour une métropole en pleine explosion. L'eau. La population de San Francisco montait en flèche et les puits naturels ne suffisaient plus. Alors que des guerres privées faisaient rage pour le contrôle des sources, une entité avait émergé en situation de monopole, la Spring Valley Water Company. William commença sa manœuvre en achetant des parts. Cette compagnie possédait de vastes bassins versants dans le comté de San Mateo. La Spring Valley Water Company ne se contentait pas de gérer une ressource, elle régnait sur elle. Elle détenait le contrôle du réservoir de Crystal Springs et jouissait d'un privilège exorbitant pour une entreprise privée: le droit d'expropriation. Au nom de l'intérêt public, elle pouvait saisir terres et droits d'eau, tout en opérant dans une pure logique de profit. C'était l'un des monopoles les plus puissants de Californie. Dès 1908, William Bowers Bourne II présidait cette entité tentaculaire. Il tenait entre ses mains l'approvisionnement vital de centaines de milliers d'âmes. C'est lui qui fixait les tarifs, lui qui décidait du tracé des canalisations, lui qui choisissait quel quartier serait servi en priorité. Cette mainmise lui assura une richesse spectaculaire, au prix d'une impopularité tout aussi retentissante. Les habitants de San Francisco payaient leur eau 24 cents les 1000 gallons, tandis que Los Angeles, doté d'un système public, ne payait que 100 centimes pour la même quantité. La presse se déchaînait. Les journaux publiaient des caricatures dépeignant la compagnie sous les traits d'une pieuvre étranglant la cité, et les éditorialistes réclamaient à grands cris la municipalisation de l'eau. William, lui, restait de marbre face aux critiques. Il était convaincu que l'entreprise privée surpassait l'État en tout point. Il dirigeait la Spring Valley avec une efficacité redoutable. Les infrastructures tenaient bon, l'eau coulait. Mais il n'était pas dupe. Il savait que ce monopole ne serait pas éternel. San Francisco planifiait déjà une alternative titanesque. Le projet Hetchy, visant à construire un barrage dans la Sierra Nevada pour acheminer l'eau sur plus de 250 km. Ce chantier prendrait des décennies, certes, mais l'échéance était inéluctable. En attendant, William contrôlait ce dont tout le monde avait besoin. En 1914, William Bowers II avait 57 ans. Son portefeuille immobilier était impressionnant. Une demeure sur Webster Street à San Francisco, le cottage de la mine Empire à Grass Valley et le manoir de Muckross en Irlande. Il possédait des parts dans le gaz, les banques, l'immobilier. Il avait tout ce qu'un industriel de l'âge d'or pouvait désirer. Pourtant, il lui manquait l'essentiel. Il cherchait un sanctuaire près de San Francisco. Un lieu de retraite pour lui et son épouse. Un endroit pour recevoir, pour jardiner. Un endroit, selon ses propres mots, pour rajeunir. Il commença à scruter les terres de la péninsule de San Francisco. Les prix étaient raisonnables. Le tremblement de terre de 1906 avait poussé de nombreuses grandes familles à fuir la ville pour bâtir leurs domaines à la campagne. Les Crocker, les Cole, les Caroline étaient déjà installés. Mais William voulait autre chose. Il ne voulait pas être visible depuis la route. Il exigeait l'intimité absolue et surtout, il voulait de l'eau. En 1914, il trouva la perle rare. 265 hectares à Woodside, à l'extrémité sud du réservoir de Crystal Springs. C'était son propre réservoir, les terres de sa propre compagnie. L'emplacement était parfait. Il fit alors appel à un architecte avec qui il avait déjà collaboré, un homme capable de comprendre à la fois la grandeur monumentale et le pragmatisme californien. Willis Polk. Chapitre 2. La vallée parfaite. La terre que William Bourne venait d'acquérir reposait sur le versant oriental des montagnes de Santa Cruz, dominant une vallée qui abritait 2 immenses réservoirs. Le réservoir de Crystal Springs n'était pas un accident de la nature, mais une prouesse d'ingénierie réalisée par la Spring Valley Water Company en endiguant des ruisseaux qui, jadis, coulaient librement vers la baie. William connaissait ce territoire intimement. En tant que président,
Il avait passé des années à superviser ce réseau hydraulique. Il avait arpenté ces collines, étudié chaque pli du bassin versant. Il savait exactement où les sources jaillissaient et comment l'eau serpentait à travers le paysage. Lorsqu'il décida de bâtir son domaine, il ne regarda ni vers Burlingame, ni vers Hillsborough, où s'agglutinaient les autres grandes fortunes. Il regarda vers les terres de son propre empire. Le site choisi offrait tout. Des chênes centenaires majestueux, des sources naturelles alimentant des ruisseaux, une exposition plein sud idéale pour les jardins et des vues imprenables plongeant sur les réservoirs jusqu'à la chaîne côtière. C'était un havre de paix de 265 hectares. Et pourtant, la civilisation restait à portée de main. San Francisco n'était qu'à 50 km. 1 heure de route en automobile sur des voies en constante amélioration. C'était assez loin pour se sentir en exil, mais assez près pour continuer à diriger le monde. Le timing n'était pas anodin. Le séisme et les incendies de 1906 avaient laissé une cicatrice béante sur San Francisco. Si le manoir de William sur Webster Street avait tenu bon, la ville, elle, avait changé de visage. Elle semblait désormais hostile, imprévisible. Le quartier financier n'était que cendres, et des milliers d'âmes errèrent sans abri. La reconstruction serait l'affaire d'une génération. Pour l'élite, l'équation était simple. Fuir l'instabilité urbaine pour la quiétude de la péninsule. Là-bas, on trouvait ce que la ville ne pouvait plus offrir, de l'espace, de la stabilité et un refuge contre les colères futures de la terre. William avait 57 ans lorsqu'il commença à assembler les parcelles de Woodside. Son épouse Agnès en avait 53. Le temps des berceaux était révolu. Leur unique fille survivante, Maud, était déjà mariée et vivait en Irlande, au cœur de Muckross House, ce domaine spectaculaire que William lui avait offert comme cadeau de noces. Ce nouveau domaine ne serait donc pas une maison pour voir grandir des enfants. Ce serait le sanctuaire de la prochaine étape de leur existence. Un lieu dédié aux arts, aux réceptions musicales, au jardinage. Un lieu pour, tout simplement, bien vivre. Cette philosophie, William l'avait distillée au fil des ans en 3 principes cardinaux. Combattre pour une cause juste, aimer son prochain, mener une vie bonne. En anglais, fight, love, live. En extrayant les 2 premières lettres de chaque mot, il forgea un nom, un acronyme intime, Filoli. Pour le profane, Filoli sonnait comme une douce mélodie italienne, élégante et mystérieuse. Pour William, c'était un code moral, une bannière secrète qu'il n'avait nul besoin d'expliquer au monde. Le site possédait cependant une particularité géologique qui aurait fait fuir la plupart des hommes sensés. Plusieurs ruisseaux traversèrent la propriété, dont l'un suivait une ligne invisible mais redoutable, la faille de San Andreas. Celle-là même qui avait mis San Francisco à genoux quelques années plus tôt courait directement sous ses terres. Là où d'autres auraient vu un danger mortel, William voyait une réalité incontournable du paysage californien. La faille était là depuis des millions d'années, elle y resterait bien après lui. Il suffisait de bâtir avec prudence et d'accepter que l'on vivait sur une terre qui tremble. Sa préoccupation majeure était ailleurs. Il visait l'autarcie. William rêvait de jardins immenses et de vergers productifs, refusant de dépendre des fournisseurs extérieurs. Heureusement, l'eau, le sang de la terre, ne lui ferait jamais défaut. Les sources naturelles abondaient toute l'année et, suprême assurance, il possédait littéralement le réservoir en contrebas. Fin 1914, toutes les terres étaient acquises. Il lui fallait désormais un architecte capable de matérialiser cette vision complexe. La maison devait refléter son rang, le style géorgien s'imposait, architecture par excellence de l'ordre et de la richesse établie. Mais ce classicisme devait s'adapter à la Californie. Il fallait apprivoiser le climat, utiliser les matériaux locaux, créer une demeure qui semblait avoir poussé là, et non un bâtiment transplanté maladroitement depuis la Virginie. C'est tout naturellement qu'il se tourna vers un homme de confiance, Willis Polk. C'était lui qui avait conçu sa résidence urbaine en 1896, lui encore qui avait dessiné le cottage de la mine Empire. Il comprenait intimement les goûts de William. Mais plus important encore, Polk possédait ce talent rare, concevoir des édifices qui imposent le respect sans jamais avoir besoin de hausser le ton. L'invitation fut lancée. « Venez à Woodside, imprégnez-vous du site, dessinez quelque chose à la hauteur de cette terre. » Willis Polk arriva, marcha longuement sur le terrain et commença à imaginer. Chapitre 3. La vision de Willis Polk.
Lorsque la commande tomba, Willis Jefferson Polk avait, tout comme son commanditaire, 57 ans. Derrière lui, 35 années de pratique architecturale marquées par des faillites, des tragédies personnelles et le traumatisme de la destruction totale du centre-ville de San Francisco. En 1914, Polk était un survivant magnifique, devenu l'un des architectes les plus respectés de Californie. De l'audacieux mur rideau de verre du Halliday Building à la majesté mélancolique du Palais des Beaux-Arts, il avait aidé à définir la renaissance de la ville après le séisme. Entre l'industriel et l'architecte, la relation reposait sur une confiance absolue. William ne s'embarrassait pas de micromanagement. Il donnait le cap et laissait Polk tenir la barre. Si leur précédente collaboration sur Webster Street avait été un succès, c'est parce que Polk avait compris que William cherchait la dignité, pas l'ostentation. Pour Filoli, l'équation était différente. Le site exigeait une composition horizontale. Bâtir en hauteur aurait été ridicule, une verrue sur cette propriété tentaculaire. La maison devait s'étirer, s'ancrer dans la colline et épouser l'horizon pour capturer les vues. Polk opta pour le style néo-géorgien. Symétrie rigoureuse, briques apparentes, équilibre parfait. C'était l'architecture de la Virginie coloniale et de la vieille Angleterre, le langage de l'ordre établi, conservateur et rassurant. C'était exactement l'image que William voulait projeter. Mais la Californie n'est pas la Virginie. Polk fit des adaptations critiques. Au lieu de l'ardoise traditionnelle, froide et grise, il imposa la tuile d'argile rouge pour la toiture. C'était un hommage aux missions espagnoles, une couleur et une matière nées de ce climat, faites pour résister à ce soleil. Pour les murs, il ne se contenta pas d'une maçonnerie standard. Il spécifia un appareil en briques à la flamande, alternant boutisses et paneresses pour créer un motif subtil, une texture vibrante bien plus coûteuse à réaliser. C'est ce genre de détail imperceptible qui sépare la grande architecture de la simple construction. À l'intérieur, le plan s'articulait autour d'une grande galerie transversale, perpendiculaire à l'entrée. Polk utilisa la technique de l'enfilade, une succession de pièces s'ouvrant les unes sur les autres le long d'un axe unique. Depuis le salon de réception, le regard pouvait traverser le grand salon, la salle à manger, jusqu'à entrevoir la bibliothèque au loin. C'était une astuce empruntée aux palais européens pour théâtraliser l'espace et donner l'illusion d'une grandeur infinie. Au rez-de-chaussée, il disposa les lieux de pouvoir et de fête. Salle de bal, salon, salle à manger. À l'étage, l'intimité familiale. Dans l'aile sud, le monde invisible des domestiques. Tout était agencé avec une logique implacable, conçue pour impressionner le visiteur dès le seuil franchi. L'échelle était certes monumentale. 5000 mètres carrés, 56 pièces, mais Willis Polk avait soigneusement évité l'écueil habituel des palais de l'âge d'or, l'exagération grotesque. Ici, pas de hall d'entrée vertigineux de 30 mètres, pas de salle de bal capable d'avaler 500 convives. Filoli était immense, oui, mais elle restait une demeure à taille humaine, une maison où l'on pouvait réellement vivre. Le premier coup de pioche fut donné en 1915. Le site exigeait une préparation titanesque. Niveler les pentes pour créer des terrasses, couler des fondations capables de braver les charges sismiques et acheminer matériaux et artisans d'élite. Mais le détail le plus fascinant de ce chantier résidait dans les entrailles même de la maison. Les ouvriers intégrèrent à l'ouvrage des pierres stériles venues tout droit de la mine Empire. Ces roches, extraites de la terre durant la quête effrénée de l'or, servirent d'éléments décoratifs et de matériaux de fondation. William savourait cette symbolique. L'or qui avait bâti sa fortune devenait littéralement le squelette de sa maison. Brique après brique, la façade géorgienne prit forme. De hautes portes-fenêtres furent percées pour capturer la lumière californienne et cadrer les jardins comme des tableaux vivants. Les cheminées s'élevèrent par paires, arquées et élégantes. À l'intérieur, les artisans posèrent des parquets marquetés, changeant de motif pour chaque grande pièce. Du chêne pour la salle de bal, du noyer noir d'Amérique pour les boiseries de la bibliothèque. La salle de bal, justement, s'imposait comme la pièce maîtresse. 21 mètres de long sur 10 de large, sous un plafond de près de 7 mètres orné de plâtre finement ciselé. Ce n'était pas Versailles, mais c'était l'écrin parfait pour qu'une centaine d'invités valsent avec aisance. Agnès Bourne veilla personnellement à certains détails cruciaux. Pianiste accomplie désireuse d'organiser des concerts de chambre, elle exigea une acoustique irréprochable pour le salon de musique.
William, lui, se concentra sur la vision d'ensemble, l'osmose entre la pierre et le végétal, la fluidité des systèmes hydrauliques, la justesse des proportions. En 1917, après 2 ans de labeur, Filoli était achevé. La facture s'élevait à plus de 400 000 $, l'équivalent de plus de 10 millions aujourd'hui. Une somme colossale, certes, mais presque modeste comparée aux folies de ses contemporains. Au même moment, William Randolph Hearst engloutissait des fortunes pour ériger son château délirant à San Simeon, et le manoir des Croqueurs à Burlingame coûtait encore davantage. Bourne avait réussi le tour de force de bâtir une merveille sans jamais sombrer dans la vulgarité. Une élégance géorgienne adaptée à la Californie, une maison qui semblait avoir toujours été là, ancrée dans cette colline. En septembre 1917, William et Agnès prirent possession des lieux. Il avait 60 ans, elle 56. Avec leur fille établie en Irlande, ils pensaient avoir devant eux 20 belles années pour jouir de leur création. William se tenait sur la terrasse, le regard plongeant vers les réservoirs dans la vallée, au-delà des jardins. Sa vallée, son eau, sa terre. Il avait sauvé la mine Empire, transformé la Spring Valley en un géant industriel, survécu au tremblement de terre et érigé ce domaine pour l'éternité. Il possédait tout ce pour quoi il s'était battu. Mais l'ironie du sort est cruelle. Il pensait avoir le temps. En réalité, il ne lui restait que 5 ans avant que la maladie ne le frappe de plein fouet. Chapitre 4. Un théâtre mondain. Contrairement aux apparences, Filoli n'avait pas été bâti pour la retraite solitaire. C'était une scène conçue pour être vue. Dès l'instant où l'on franchissait la porte principale, le statut de William Bourne s'imposait avec une clarté aveuglante. La salle de réception vous saisissait immédiatement. Un volume majestueux s'élevant sur 2 étages, habillé de noyer sombre, dominé par un grand escalier s'élançant vers les appartements privés. C'était ici que se jouait le théâtre des premières impressions. La Cagnesse accueillait ses convives pour les dîners de gala ou les soirées musicales, là où la haute société de San Francisco se rassemblait avant de se disperser dans les entrailles de la demeure. L'enfilade imaginée par Polk révélait ici toute sa puissance. Depuis ce hall, le regard traversait le grand salon pour effleurer la salle à manger au loin. Ces lignes de fuite n'avaient rien d'accidentel, elles étaient une invitation impérieuse à l'exploration. Le grand salon servait de transition, un sas élégant entre l'arrivée et le repas. Ses murs tendus de lin offraient une douceur contrastant avec la rigueur boisée du hall. Une cheminée en marbre de Carrare, volontairement sous-dimensionnée, créait un foyer d'intimité trompeuse. Car la véritable fonction de cette pièce était la circulation, fluidifier le mouvement des invités, tout en maintenant l'illusion d'une élégance spontanée. Puis venait la salle à manger. Un sanctuaire de chêne sombre, lambrissé du sol au plafond, orné de moulures sculptées à la main, centré autour d'une table capable d'accueillir 24 convives. C'est ici que William prouvait qu'il avait atteint le sommet de la pyramide sociale californienne. Les dîners à Filoli obéissaient à un protocole militaire, tenue de soirées exigées, multiples services orchestrés avec une précision d'horloger. Agnès plaçait ses invités selon une géographie complexe mêlant statut et stratégie, décidant qui devait parler à qui, quelles alliances d'affaires devaient être nouées. La solennité de la pièce ne laissait aucun doute. Il ne s'agissait pas de simple hospitalité, mais de diplomatie mondaine. Mais c'est la salle de bal qui éclipsait tout le reste. 20 et 1 mètre de long, 10 de large, et cette hauteur sous plafond vertigineuse de près de 7 mètres. L'échelle vous coupait le souffle. Un parquet de chêne blanc scié sur quartier, des murs d'un vert d'eau pâle rehaussés de feuilles d'or, et suspendus dans le vide, 2 lustres massifs en cristal et bronze doré, inspirés de ceux de la galerie des Glaces à Versailles. Ce n'étaient pas de pâles copies, mais des réinterprétations magistrales, calibrées pour l'espace. Au fond trônait une cheminée monumentale, un chef-d'œuvre baroque en marbre, orné de bronze doré représentant Hercule et le lion de Némée, le genre de pièce maîtresse que l'on s'attendrait à trouver dans un palais royal européen. Cette salle était le royaume d'Agnès. Mécène de l'orchestre symphonique et de l'opéra de San Francisco, elle y organisait des concerts de musique de chambre. Son piano veillait, toujours prêt. Des auditoires de 50 à 100 personnes prenèrent place pour écouter les notes résonner sous la haute voûte. L'espace pouvait se métamorphoser pour des bals, des mariages, des réceptions de débutantes. C'était l'arme absolue de Filoli.
la preuve que ce domaine pouvait rivaliser avec n'importe quel événement de la métropole. Pourtant, il y avait un monde que les visiteurs ne voyaient jamais, la machine invisible qui rendait ce miracle possible. L'office, véritable sas entre la salle à manger et la cuisine, était le centre névralgique du personnel. Ici se trouvait un coffre-fort grand comme une pièce pour l'argenterie, un tableau d'appel électrique signalant les besoins de chaque chambre et un monte-charge pour faire voyager les mets et la vaisselle. La cuisine elle-même était purement utilitaire, mais aux dimensions industrielles. Un plafond voûté de plus de 5 mètres avalait la chaleur des fourneaux. C'est là que s'affairait une armée de l'ombre. Lors des grands événements, le personnel pouvait préparer jusqu'à 9 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner pour les maîtres, pour les domestiques et pour les invités. Chapitre 5. L'architecture du vivant. Pour comprendre ce que ce refuge allait signifier pour un homme brisé, il faut revenir en arrière. Pendant que Willis Polk élevait les murs du manoir, William Bourne planifiait une ambition tout aussi démesurée pour l'extérieur. 6 hectares de jardin. Pas des jardins de cottage anglais au désordre romantique, ni des espaces de méditation japonais. Non, William voulait des jardins formels dans la grande tradition européenne. Géométrie, symétrie, structure. Il savait exactement ce qu'il désirait. Des pièces de verdure qui dialogueraient avec l'architecture de la maison pour créer une vision unifiée. Il voulait des espaces pour recevoir, pour flâner, pour la contemplation silencieuse, mais aussi pour la culture des fleurs et des légumes. Pour cela, il lui fallait un homme qui comprenne l'architecture du paysage. En 1917, il fit appel à Bruce Porter. À 54 ans, Porter était une figure de la Renaissance au cœur du monde artistique de San Francisco. Peintre muraliste, créateur de vitraux, concepteur de jardins pour les grandes fortunes, il avait survécu au séisme et aidé à relever les institutions culturelles de la ville. Mais surtout, Porter comprenait comment un jardin doit épouser le bâti. Il avait étudié les grands domaines européens et connaissait les travaux de Gertrude Jekyll en Angleterre. Il maîtrisait les principes de la Renaissance italienne, utilisait des murs, des haies et des motifs géométriques pour sculpter l'espace. William et Bruce arpentèrent la terre ensemble. Le site montait en pente douce depuis la maison vers les collines. Un terrain de jeu idéal pour créer des terrasses et jouer sur les niveaux. Les trésors naturels, les chênes centenaires, les affleurements rocheux ne devaient pas être supprimés, mais intégrés. La vision de Porter prit forme après des mois de planification. Le jardin s'étendrait vers le sud, le long d'un axe central majestueux. Une succession d'espaces clos s'ouvrirait les uns sur les autres, créant un sentiment de progression et de découverte. Des murs de briques définiraient certaines zones, des haies taillées au cordeau en sculpteraient d'autres. La formalité serait absolue. L'objectif n'était pas d'imiter la nature sauvage, mais de la contrôler. La nature, pliée à la volonté humaine et à la vision artistique. Mais Porter était l'architecte, il dessinait le squelette du jardin, il fallait quelqu'un d'autre pour lui insuffler la vie. C'est ainsi qu'Isabella Warne entra en scène en 1917. Elle avait 48 ans et provenait d'une vieille famille californienne qui, comme tant d'autres, avait vu sa fortune s'évaporer dans des investissements miniers hasardeux. Avec ses sœurs, elle avait lancé une entreprise de design floral à San Francisco, créant des arrangements spectaculaires pour la haute société. Bella, comme tout le monde l'appelait, possédait l'œil d'un peintre pour la couleur et le savoir pragmatique d'une botaniste pour ce qui pousserait réellement. Elle avait œuvré dans toute la baie et les riches clients lui vouaient une confiance aveugle. À Filoli, le rôle de Bella était chirurgical. Choisir chaque plante, coordonner les palettes de couleurs saisonnières, s'assurer que le jardin soit une toile vivante 12 mois par an. Elle travaillait à l'intérieur de la structure rigide de Porter. Lui décidait où passaient les murs et quelle hauteur devaient avoir les haies. Bella décidait quelles espèces y grimperaient, quelles teintes éclateraient à quelle saison, comment créer cet effet de foisonnement maîtrisé. Le partenariat fonctionna à merveille car chacun respectait sa partition. Porter fournissait l'architecture, Bella fournissait l'art vivant. Le travail titanesque débuta en 1917 et s'étira jusqu'en 1922. Ce n'était pas une œuvre que l'on achève en une seule saison. La maturité d'un jardin ne se commande pas, elle s'attend. En quittant la maison, le visiteur découvrait d'abord le Sunken Garden, le jardin en contrebas. Porter l'avait imaginé comme une chambre à ciel ouvert, creusée dans la terre. En son cœur reposait un miroir d'eau de plus de 30 000 litres.
une surface assez vaste pour capturer le ciel et offrir une véritable pièce d'eau, et non une simple fontaine. L'étanchéité était parfaite. Des nénuphars, mêlant variétés tropicales et rustiques, assuraient une floraison échelonnée. Bella encadra ce tableau de pelouse immaculé et planta 2 oliviers jumeaux, tandis que des haies d'ifs japonais taillés avec une rigueur géométrique fermaient l'espace comme des murs végétaux. Ce jardin ne servait pas qu'à flâner. Il délivrait un message politique. Nous maîtrisons l'eau. En Californie, où l'or bleu est synonyme de pouvoir et de richesse, posséder un bassin ornemental de cette ampleur était l'ultime luxe. William facturait chaque goutte aux habitants de San Francisco. Ici, à Filoli, l'eau ne coûtait rien, elle n'existait que pour la beauté. Depuis ce point bas, l'axe central remontait vers une succession d'enclos fortifiés. Le High Place, le jardin des bois, la roseraie. Chaque espace possédait son âme, sa fonction, mais tous obéissaient à la trame architecturale de Porter. Les murs de briques n'étaient pas que décoratifs, ils étaient vitaux. Ils créaient des microclimats, brisaient le vent et offraient un support aux arbres fruitiers en espalier. Surtout, ils imposèrent le mystère. Impossible d'embrasser le jardin d'un seul regard. Il fallait le parcourir, pièce par pièce, pour le découvrir. Porter dessina un bowling green, une pelouse d'une planéité absolue pour ce jeu de boules anglais que William affectionnait. Ici, aucune fleur pour distraire l'œil, seulement la précision géométrique des haies taillées. Il conçut ensuite le jardin close divisé en parcelles comme un immense patchwork végétal. C'est là que le génie de Bella éclatait. Elle remplissait ses cases de tableaux saisonniers, tulipes et jonquilles au printemps, roses et sauges en été, chrysanthèmes à l'automne. Les couleurs valsaient, mais la structure, elle, restait immuable. William avait cependant une exigence particulière, l'introduction de l'if d'Irlande à Filoli. Ces conifères colonnaires, poussant à la verticale, agissaient comme des piliers vivants. Ce choix n'était pas anodin. William avait acheté le domaine de Muckross House en Irlande pour sa fille, un lieu célèbre pour ses ifs spectaculaires. Bella fit venir des boutures directement de Muckross, les éleva au cottage de la mine Empire, avant de les transporter à Filoli. 210 ifs irlandais finirent par border les allées du domaine. À chaque pas, William contemplait ce lien vivant qui reliait la Californie à la maison de sa fille, par-delà l'océan. Une telle perfection exigeait une discipline de fer. Il fallait tailler les haies pour préserver leur géométrie, couper les fleurs fanées, tondre les pelouses au millimètre. À la fin des années 1920, Filoli employait une armée de 12 jardiniers à temps plein. À leur tête, le chef jardinier Louis Mariconi. Il vivait sur place, dirigeait les opérations et allait consacrer 50 ans de sa vie à Filoli. Bella Warne, elle, continuait de superviser les plantations et les harmonies chromatiques, revenant sans cesse pour ajuster, corriger, exiger l'excellence. De cette collaboration naquit un jardin sans égal en Californie. C'était une alchimie parfaite, la structure rigoureuse de la Renaissance italienne mariée à la liberté des plantations anglaises, le tout ancré par la flore native de Californie. Le jardin semblait à la fois millénaire et résolument moderne. Il respirait l'Europe, mais appartenait corps et âme à ce paysage. En 1922, l'ossature était en place. Certes, le jardin était encore jeune. Les haies demanderaient des années pour atteindre leur pleine maturité. Les arbres devaient encore s'étoffer. Mais la vision, elle, était limpide. William pouvait se tenir au sommet du jardin, le regard glissant sur les terrasses, par-dessus les murs et les haies, jusqu'à la maison, avec en toile de fond le scintillement du réservoir de Crystal Springs. Il avait réussi. Il avait créé ce lieu de beauté, ce sanctuaire pour rajeunir, sauf qu'il ne se tenait pas debout. Il était assis dans un fauteuil roulant. L'attaque avait frappé l'été précédent. Le verdict était sans appel. William Bowers Bourne II ne marcherait plus jamais dans ses jardins. Chapitre 6. La connexion irlandaise. Maud Bourne était née en 1883. Elle était le deuxième enfant du couple, mais la seule à avoir survécu à la petite enfance. Son frère aîné s'étant éteint après un seul jour de vie. Ce drame initial fit d'elle le centre gravitationnel de l'existence de ses parents. Elle grandit dans le manoir de Webster Street, choyée, éduquée par des précepteurs privés, formés aux arts, à la musique et aux langues. Elle était le produit parfait de son milieu. Pendant que son père bâtissait la fortune de la mine Empire et que sa mère brillait dans les salons de San Francisco, Maud se préparait à son unique destin.
tenir son rang. Pourtant, en 1910, Maud avait 26 ans. Selon les standards impitoyables de l'époque, elle glissait dangereusement vers le statut de vieille fille. Il lui fallait un mari, et vite. C'est ce printemps-là qu'elle rencontra Arthur Rose Vincent. Arthur venait du comté de Clare, en Irlande. Sa famille possédait des relations prestigieuses, mais des coffres vides. C'était le sort commun de la gentry irlandaise au début du XXe siècle. De vastes domaines exigeant un entretien ruineux alors que les rentes agricoles s'effondraient. Ils étaient riches de terre, mais pauvres d'argent. Arthur avait 44 ans, 18 ans de plus que Maud. Il était veuf, sa première épouse étant décédée prématurément. La cour fut brève. William et Agnès appréciaient Arthur, mais plus important encore, ils voulaient revoir Maud établie. Le mariage fut célébré en mars 1910 à l'église Saint-Dominique de San Francisco. Ce fut l'événement mondain de l'année, les Bournes n'épargnant aucune dépense. Mais c'est le cadeau de mariage de William qui stupéfia le monde. Il ne se contenta pas d'argenterie ou de bijoux. Il acheta un domaine entier en Irlande, Muckross House. Posé sur les rives du lac Muckross dans le comté de Kerry, le manoir était une imposante bâtisse victorienne de style néo-Tudor, érigée dans les années 1840. Mais le véritable trésor, c'était le terrain. 4500 hectares de paysages spectaculaires, de montagnes, de lacs et de forêts primaires. C'était exactement le genre de propriété que les ancêtres d'Arthur auraient pu posséder, mais qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. William l'acheta content et en transféra la propriété à Maud et Arthur. Le prix resta confidentiel, mais la nouvelle fit le tour de la presse internationale. Un millionnaire américain des mines venait d'offrir un morceau d'Irlande à sa fille. Et William ne s'arrêta pas là. Il s'engagea à couvrir les frais de fonctionnement annuels de Muckross, environ 65 000 $ par an, et ajouta une allocation personnelle de 25 000 $ pour le couple. En monnaie d'aujourd'hui, cela représentait plusieurs millions de dollars chaque année. Maud ne porterait peut-être pas de titre de noblesse et Arthur n'était pas un lord, mais grâce à l'or de Californie, elle vivrait avec le faste de l'aristocratie. Les jeunes mariés s'installèrent à Muckross. La vie de château s'organisa en Irlande. Arthur gérait les terres, tandis que Maud s'ancrait dans la vie locale. Mais le saut définitif de son ascension sociale survint en 1911, lorsqu'elle fut présentée à la cour de Saint James. Cette révérence devant la royauté britannique ne faisait pas qu'officialiser son statut, elle consacrait l'ambition de toute une famille. Pour William, ce lien irlandais transcendait la simple sécurité matérielle de sa fille. Muckross devint le miroir de ses propres rêves pour Philoli. C'est en arpentant les allées de ce domaine séculaire qu'il avait découvert ces ifs majestueux, témoins silencieux des siècles passés. Il fit prélever des boutures sur ces arbres anciens pour que l'ADN végétal de l'Irlande prenne racine en Californie. Il avait étudié le fonctionnement d'un domaine historique pour en rapporter l'essence chez lui, mais le destin est capricieux. En 1921, le couperet tomba. Un matin, à Philoli, William s'éveilla avec une sensation terrifiante. Son visage était engourdi, les mots refusaient de franchir ses lèvres. Les médecins accoururent, mais le verdict fut sans appel, une attaque cérébrale massive. À 64 ans, le corps de William l'avait trahi. Il survécut, mais les séquelles étaient irréversibles. Son côté gauche était paralysé, sa parole altérée. Son esprit restait vif, tranchant comme un diamant, mais il était désormais prisonnier d'un fauteuil roulant. Il ne reverrait jamais l'Irlande. Pour un homme qui avait passé sa vie en mouvement, à descendre dans les mines, à détourner des rivières et à bâtir des empires, cette immobilité forcée était une torture. Certes, on pouvait le rouler jusqu'à certains points de vue de ses jardins, mais la liberté d'explorer, de se perdre, avait disparu. William se languissait de Muckross. Il regrettait les promenades dans la brume irlandaise. Et plus que tout, il regrettait de ne pas voir sa fille. Puisqu'il ne pouvait plus aller à Muckross, il décida de faire venir Muckross à lui. Il fit appel à Ernest Pessotto, un peintre américain renommé de 50 ans, familier des paysages européens. La commande pour la salle de bal de Philoli était claire, presque déchirante. William voulait être entouré par le monde de sa fille. Dans son studio de San Francisco, travaillant d'après des photographies et des souvenirs, Pessotto recréa l'atmosphère unique du comté de Kerry. Il peignit les montagnes drapées de brume,
les lacs reflétant le ciel gris et le manoir niché au creux du paysage. Les toiles, monumentales, furent installées en 1921, enveloppant les murs de la grande salle. Désormais, William pouvait se faire conduire au centre de la pièce et plonger son regard dans l'Irlande. Il ne pouvait plus voyager, mais il pouvait voir. Chaque fois qu'il entrait dans cette salle, il était chez sa fille. Maud revenait à Filoli quand elle le pouvait, bravant les semaines de traversée transatlantique. Mais sa vie, ses devoirs et son cœur étaient désormais ancrés en Irlande. Les années s'écoulèrent, ponctuées par de nouvelles attaques cérébrales, plus légères mais insidieuses, qui grignotaient peu à peu ce qui restait de sa vigueur. William demeurait un esprit vif prisonnier d'un corps qui abdiquait. Agnès devint sa gardienne, veillant sur lui tout en maintenant le domaine à flot. Elle continuait d'orchestrer des réceptions intimes lorsque les forces de son mari le permettaient, préservant les jardins selon les standards d'excellence qu'il avait fixés. Chaque matin, si le ciel le permettait, le rituel était immuable. Le personnel installait William dans son fauteuil et le hissait jusqu'au point culminant du jardin. De là, son regard pouvait glisser par-dessus les terrasses, dévaler vers la maison et embrasser au loin les réservoirs et la vallée. Sa vallée, son eau, sa création. Il trônait là, incapable de faire un pas, contemplant l'œuvre d'une vie. Puis, en 1929, le destin porta l'estocade finale. Un télégramme arriva de New York. Maud, qui rentrait en Irlande après avoir visité des amis à Manhattan, était tombée malade durant la traversée. Une pneumonie foudroyante. Lorsque le navire avait accosté, il était déjà trop tard. Elle s'éteignit à Manhattan le 18 novembre 1929. Elle avait 45 ans. William et Agnès furent anéantis. Leur seule enfant survivante venait de disparaître. Trop faible pour entreprendre le voyage funèbre vers New York, William dut laisser Agnès partir seule. Le corps de Maud fut ramené en Californie. Elle fut inhumée dans le petit cimetière familial du domaine, aux côtés de ce frère aîné mort à la naissance, refermant tragiquement la parenthèse de la descendance. Après la mort de Maud, William commença à démanteler son empire. Il vendit la mine Empire à la Newmont Mining Corporation. Il mettait ses affaires en ordre. Il avait bâti une fortune colossale, créé Filoli, assuré l'avenir de sa fille en Irlande. Pourquoi ? Sa fille reposait désormais sous la terre de son jardin et lui attendait la fin dans un fauteuil roulant. La connexion irlandaise, jadis source de fierté, devint une source de douleur pure. Les fresques de la salle de bal ne montraient plus un lien vivant, mais un lieu qu'il ne reverrait jamais, le décor d'une vie brisée. William survécut encore 7 ans à ce chagrin. Chapitre 7. La prison de chair. Pour comprendre la fin, il faut revenir à ce moment précis où tout a basculé. L'été 1921 avait débuté sous les meilleurs auspices. À 64 ans, William tenait toujours les rênes de ses affaires, bien qu'il passât davantage de temps à Filoli. Agnès, à 59 ans, se consacrait à ses jardins qui atteignaient leur pleine maturité. Le domaine était achevé, parfait. Puis un matin, le corps de William refusa d'obéir. Son côté gauche ne répondait plus. Son visage lui semblait étranger, engourdi. Lorsqu'il tenta de parler, les mots se dérobèrent, pâteux et informes. Agnès fit mander d'urgence les médecins de San Francisco. Le diagnostic tomba, brutal, accident vasculaire cérébral. Une lésion majeure dans l'hémisphère droit du cerveau avait foudroyé la moitié gauche de son corps. En 1921, la médecine était désarmée face à l'AVC. Il n'existait aucun traitement, aucune rééducation miracle. On prescrivait le repos et l'on priait pour que la foudre ne frappe pas une seconde fois. Les médecins ne pouvaient qu'attendre et constater l'étendue des dégâts. William survécut au choc initial, mais la paralysie s'installa pour ne plus jamais repartir. Sa jambe gauche était trop faible pour le porter, son bras gauche inerte. Son élocution restait altérée, bien qu'il pût encore communiquer. Mais le plus cruel, c'était sa lucidité. Son esprit était resté intact, tranchant comme du cristal. Il comprenait parfaitement l'horreur de sa situation. Le fauteuil roulant devint sa demeure. L'homme qui avait sauvé la mine Empire en creusant là où les autres renonçaient, l'homme qui avait mis l'eau de San Francisco sous monopole, l'homme qui avait érigé Filoli comme un chef-d'œuvre de volonté. Cet homme dépendait désormais d'autrui pour le moindre mouvement. Pour un être de sa trempe, c'était une forme de mort lente. La maison dut être adaptée. On construisit des rampes là où il y avait des marches, on élargit les portes, on réorganisa le personnel pour l'assister dans les gestes les plus intimes du quotidien. Les jardins devinrent alors son salut et son supplice.
On pouvait encore l'y conduire. Le personnel le menait à des belvédères stratégiques, là où le sol était assez plat pour immobiliser le fauteuil. Chaque matin, c'était la même requête. « Emmenez-moi en haut ». De ce promontoire, il scrutait le réservoir de Crystal Springs, les infrastructures de sa compagnie, la vallée qu'il avait domptée. Il voyait tout. Il ne pouvait simplement plus y toucher. Agnès, elle, dut se métamorphoser. Elle, qui avait toujours été impliquée, devint la colonne vertébrale du domaine. Elle traitait avec les jardiniers, tranchait sur les plantations, dirigeait la domesticité. Mais surtout, elle devint l'unique compagne de route de William dans cette dernière traversée. 40 années d'union. Elle avait été le témoin de son ascension vers les sommets. Elle l'avait vu bâtir un empire à la force du poignet. Désormais, elle était la spectatrice impuissante de son lent crépuscule. Mais l'esprit de William refusait encore la capitulation totale. C'est dans ce sursaut de volonté qu'il commanda les fresques de Muckross pour la salle de bal. Ces toiles immenses, dépeignant le domaine irlandais de sa fille, n'étaient pas de la simple décoration. C'était un acte de défiance. S'il ne pouvait plus voyager vers l'Irlande, il forcerait l'Irlande à venir à Filoli. Il continuait d'ailleurs de diriger ses affaires, du moins celles qui n'exigeaient pas sa présence physique. Les associés défilaient à Filoli pour des conseils de guerre feutrés. Il lisait les rapports, tranchait, ordonnait. Mais son corps, lui, poursuivait sa trahison méthodique. De petites attaques successives, invisibles mais cumulatives, lui volaient à chaque fois une part supplémentaire de lui-même. Agnès devint alors bien plus qu'une épouse. Elle devint ses jambes et ses yeux. Elle arpentait les allées du jardin pour lui, revenant lui décrire ce qu'elle avait vu. Quelles fleurs éclosaient, l'allure des haies, la rigueur des jardiniers. Elle s'assurait que l'excellence exigée par William ne faiblissait pas d'un iota. Elle reprit également le flambeau de la vie mondaine. Fini les bals grandioses que William ne pouvait plus présider. Agnès les remplaça par des après-midi musicaux et des garden parties intimes. La réputation des jardins de Filoli avait franchi les murs du domaine. Les cercles d'horticulture de San Francisco suppliaient pour obtenir un droit de visite. Agnès accordait ses privilèges au compte-gouttes, protégeant farouchement l'intimité de cette œuvre que son mari ne pouvait plus admirer qu'en spectateur immobile. Vers le milieu des années 1920, l'état de William se stabilisa dans cette nouvelle réalité diminuée. Il pouvait s'asseoir, converser, être conduit à ses points de vue favoris, mais il savait qu'il ne marcherait plus jamais. Le personnel tissa une routine immuable autour de son infirmité. Le matin, l'expédition en fauteuil vers le belvédère du jardin. L'après-midi, le repos. Le soir, la bibliothèque ou la salle de bal. L'homme qui avait contrôlé le destin de toute une région ne contrôlait plus rien. Il ne pouvait même plus décider de passer d'une pièce à l'autre sans aide. Il ne pouvait plus fouler la terre de son propre jardin. Il ne pouvait plus aller voir sa fille. Il ne lui restait qu'une seule action possible, observer. Regarder les jardins mûrir. Regarder Agnès tenir la barre. Regarder son empire continuer de tourner sous d'autres mains. Puis, en 1929, le télégramme fatidique arriva. William avait 72 ans, rivé à son fauteuil, lorsqu'il apprit que sa seule enfant survivante venait d'être emportée par une pneumonie à Manhattan. Le coup fut terrible, trop faible pour entreprendre le voyage vers New York, incapable d'assister aux funérailles, il dut laisser Agnès partir seule. Elle revint avec le corps de Maud pour l'inhumer à Filoli. Après cela, quelque chose se brisa définitivement en William. Ou peut-être accepta-t-il simplement l'inéluctable. Il commença à liquider systématiquement ses possessions. La mine Empire fut vendue. Les négociations pour la cession de la Spring Valley Water Company s'accélérèrent. La ville de San Francisco l'acquérait l'année suivante pour la somme astronomique de 41 millions de dollars. Il ne construisait plus. Il soldait les comptes. Il préparait la fin. Et Agnès comprenait. Cela faisait 8 ans qu'elle regardait son mari mourir à petit feu. L'attaque ne l'avait pas tuée sur le coup, mais elle avait enclenché un compte à rebours irréversible. Le personnel continuait de rouler William jusqu'à son belvédère chaque matin. Il restait là, le regard perdu dans la contemplation de ses jardins et de la vallée au loin, ressassant les pensées qui hantent un homme dont l'empire touche à sa fin. Au bout d'un moment, Agnès venait le rejoindre. Ils restaient assis ensemble, souvent sans dire un mot. 54 années de vie commune. La majeure partie avait été lumineuse, mais la dernière décennie avait eu le goût des cendres. Elle avait 73 ans.
elle était fatiguée. En janvier 1936, Agnès vacilla. Les archives restent floues sur les causes exactes. Peut-être une pneumonie, peut-être une insuffisance cardiaque. À 75 ans, son corps a simplement décidé qu'il avait assez lutté. Elle s'éteignit le 20 janvier 1936. William se retrouva seul à Filoli. Sa fille reposait dans le jardin. Sa femme, sa compagne d'un demi-siècle, venait de partir. Il avait 78 ans, prisonnier d'un fauteuil roulant, errant dans un manoir de 56 pièces qu'il pouvait à peine traverser. Il ne tint que 6 mois. Le 5 juillet 1936, William Bowers-Bourne II rendit son dernier soupir à Filoli. La cause officielle mentionna des complications dues à sa longue paralysie et à ses multiples accidents vasculaires. Mais on peut supposer qu'il est mort de n'avoir plus personne pour qui vivre. Il fut inhumé dans le petit cimetière du domaine, aux côtés d'Agnès et de Maude. 4 membres de la famille Bourne reposent dans cette terre. William, Agnès, Maude et ce fils mort-né en 1882, dont le petit corps avait été transféré ici depuis sa sépulture originelle. Le domaine que William avait bâti pour rajeunir était devenu, par une tragique ironie, le tombeau de sa lignée. Chapitre 8. La fin d'une ère. Dès 1937, Filoli fut mise sur le marché. Il n'y avait aucun héritier direct. Maude était partie sans enfant et les frères et sœurs de William avaient leur propre vie. Personne, dans le cercle familial élargi, ne souhaitait s'encombrer d'un domaine de 265 hectares dont les coûts d'entretien étaient abyssaux. La propriété exigeait un acheteur d'une espèce rare, quelqu'un d'assez riche pour acquitter non seulement le prix d'achat, mais aussi les frais de fonctionnement démentiels. Quelqu'un capable de comprendre ce que Filoli représentait et d'en assumer la charge. Le prix de la transaction ne fut jamais rendu public. Ce genre d'affaires se règle dans la discrétion feutrée des grands cabinets. Plusieurs acquéreurs potentiels visitèrent les lieux. La plupart reculèrent. C'était trop grand, trop cher, trop isolé, malgré la proximité relative de San Francisco. Mais un couple vit autre chose que des contraintes. En 1937, William P. Roth et Lurline Matson Roth franchirent les grilles de Filoli. Lurline n'était pas n'importe qui. Elle était la fille du capitaine William Matson, le fondateur de la Matson Navigation Company. C'était l'homme qui avait lancé les célèbres navires blancs, ces paquebots de luxe qui assuraient la liaison entre San Francisco et Hawaï. À sa mort en 1917, le capitaine Matson avait bâti l'une des lignes maritimes les plus puissantes du Pacifique. Lurline avait hérité d'une fortune colossale. Son mari William, que l'on appelait Bill, était devenu le président de la compagnie. Ensemble, ils incarnaient la nouvelle génération de la richesse californienne. Ils possédaient déjà des terres et une résidence à San Francisco. Mais Filoli offrait quelque chose d'unique, quelque chose qui transcendait la simple pierre. Là où d'autres voyaient une charge écrasante, Lurline Matson Roth vit une promesse. Jardinière érudite, dotée d'une aile avertie pour la botanique et le design, elle comprit immédiatement le potentiel des lieux. Les 6 hectares de jardin formel de Filoli étaient déjà spectaculaires, certes, mais dans son esprit, ils n'étaient qu'un début. Elle imaginait déjà comment repousser les frontières de cette beauté. Pour son mari, Bill, Filoli représentait autre chose. Un sanctuaire, un refuge pour échapper aux obligations mondaines étouffantes de San Francisco, un havre de paix pour décompresser. La maison était assez imposante pour recevoir avec faste lorsque le devoir l'exigeait, mais suffisamment isolée pour garantir l'intimité, qui était aussi une maison pour l'avenir de leur propre lignée, leurs 3 enfants, les jumelles Lurline et Berenice, alors adolescentes, et leur fille Anne William, âgée de 20 et 1 ans, pourraient en faire de ces domaines le théâtre de leurs rassemblements familiaux. Les Roth acquirent Filoli, plus tard cette même année 1937, ils s'installeront et commenceront doucement à s'approprier les lieux. La transition fut marquée par une élégance rare. Lurline comprenait profondément ce que les Bourne avaient accompli. Son intention n'était pas d'effacer leur vision, mais de bâtir sur ces fondations. Si la plupart des meubles d'origine avaient été dispersés avant la vente, l'âme architecturale de la demeure restait intacte. Les fresques mélancoliques de Mocros dans la salle de bal, les boiseries de chêne sombre de la salle à manger, la majesté de l'escalier d'honneur. Lurline remeubla la maison avec patience, choisissant des pièces d'époque, travaillant avec des décorateurs pour éviter l'écuelle du mausolée. Elle voulait une maison vivante, chaleureuse, habitée.
Mais sa véritable passion, son véritable champ de bataille, restait le jardin. En 1937, Isabella Won était toujours là. À 68 ans, celle que l'on appelait Bella, veillait encore sur les plantations avec l'autorité d'une gardienne du temple. Elle avait passé des décennies à sculpter les extérieurs des plus grandes fortunes de Californie. Lurline l'approcha avec humilité pour lui demander de poursuivre l'œuvre. Une alliance remarquable se noua entre ces deux femmes. Bella était connue pour ses standards impitoyables et sa tolérance zéro envers les clients qui tentaient de lui dicter sa conduite. Mais Lurline n'était pas une cliente ordinaire. Elle connaissait les plantes, elle comprenait la structure, elle respectait l'expertise. Bella reconnut en elle une égale. Ensemble, elles entrepriront d'étendre le jardin bien au-delà des limites tracées par William Bourne. Lurline désirait plus de diversité botanique. Elle nourrissait d'une affection particulière pour les camélias, les rhododendrons et les azaleas, des espèces qui prospèrent dans le climat de la péninsule et offrant une explosion de couleurs tout au long de l'année. Le Woodland Garden, le jardin des bois, fit l'objet d'une attention méticuleuse. De nouvelles plantations vont créer des strates de texture et d'intérêt saisonniers. Les zones d'ombre sous les chênes vénérables furent habilées de plantes adaptées. L'objectif était ambitieux, rendre les zones sauvages du domaine aussi fascinantes et soignées que les parterres géométriques. Lurline avait aussi un désir plus moderne. Elle voulait une piscine, pas un simple bassin de nage, mais une véritable installation de loisirs capable d'accueillir la famille et les invités. Construite en 1946, son implantation exigeait une délicatesse extrême. Elle ne devait pas avoir l'air d'une verrou moderne posée là par hasard, mais semblait faire partie intégrante du dessin originel. C'est Bella qui conclut le pavillon de la piscine et les plantations environnantes. Pour parfaire l'illusion et créer le crin végétal nécessaire, elle n'hésita pas à faire transplanter une section entière des fameux ifs irlandais, qui était un véritable tour de force horticole. De plaisir des ifs vénérables sont l'estuaire exigeait une expertise chirurgicale, mais le pari fut remporté. La piscine semblait avoir toujours été là, inscrite dans le plan originel du jardin. Pourtant, derrière cette eau turquoise se cachait une ombre familière à la fin des années 1950. La santé de Bill Roth commence à décliner. Dans un écho tragique à l'histoire de William Bourne, Bill fut lui aussi foudroyé par un accident vasculaire cérébral. La piscine n'était pas qu'un luxe, elle avait été conçue en partie comme un outil de rééducation. La nage devait être sa thérapie, mais l'histoire se répétait parfois avec une cruauté implacable. Bill mourut en 1963. Lurline se retrouva veuve à 70 ans. Elle continua de vivre sous la Filoli, maintenant le domaine avec cette même rigueur obsessionnelle qui l'avait toujours animée. Elle travaillait la terre, recevait ses cercles intimes, mais la solitude du commandement s'accentuait. Isabella Won s'était éteinte en 1950, laissant Lurline seule maîtresse des décisions horticoles. Elle n'avait plus besoin de guides. Elle connaissait ses jardins intimement. Elle savait ce qui poussait, où et pourquoi. Arrivé dans les années 1970, Lurline avait franchi le cap des 80 ans. Le domaine exigeait une maintenance perpétuelle. Le manoir réclamait des mises aux normes et les jardins une attention de chaque instant. Elle se retrouva face à la question qui hantait, tôt ou tard, tout propriétaire d'un domaine historique. Et après, vendre pour voir le domaine morcellé par des promoteurs ou tomber en ruine entre des mains incompétentes? Impossible. Elle avait passé près de 40 ans à Filoli. Elle comprenait que ces murs et ces arbres ne racontaient pas seulement son histoire, mais celle de la Californie tout entière. Il existait une organisation capable de porter ces fardeaux, le National Trust for Historic Preservation. Au début des années 1970, Lurline entama le dialogue. Pourraient-ils accepter la propriété? S'engageraient-ils à la maintenir comme un site historique? Le public pourrait-il un jour franchir ces grilles? Le trust fut immédiatement séduit. Filoli était l'archétype du joyau qu'ils avaient pour mission de sauver un domaine intact du début du siècle, témoin de la richesse et de la culture américaine. Les négociations furent longues. Le trust devait s'assurer de pouvoir assumer les coûts d'entretien pharaoniques. Lurline devait s'assurer que l'âme des lieux, celle des Bourne et la sienne, serait respectée. En 1975, Lurline Matson Roth fit un geste d'une générosité impériale. Elle fit don de l'intégralité du domaine de Filoli au National Trust, le manoir, les jardins, les terres environnantes, et pour sceller l'avenir, elle accompagne ces dons d'une dotation substantielle pour couvrir les frais de fonctionnement. Sa philosophie tenait en une phrase devenue légendaire. Filoli est trop beau pour rester privé. Plus tard qu'était année-là,
les portes s'ouvriront. Pour la première fois depuis 1917, des étrangers pourront fouler les allées dessinées par Bruce Porter et Isabella Warren. Ils pourront admirer l'architecture de Willis Polk et comprendre ce que la richesse de l'âge d'or avait enfanté. Lolline se retire dans une demeure plus modeste, non loin de là. Elle a vécu assez longtemps pour voir Filoli s'épanouir en tant que site public, accueillant des visiteurs éblouis par ce qu'elle avait aidé à préserver. Le rêve d'un homme maintenu par la dévotion d'une femme appartenait désormais à tous, mais avant que Filoli ne devienne ces musées à ciel ouvert, avant la préservation officielle et les circuits touristiques, un autre phénomène allait propulser le domaine dans une autre dimension. Hollywood découvrit Filoli. Chapitre 9. Le paradis sur écran. En 1978, 3 ans après l'ouverture au public, une équipe de tournage investit les lieux. Le réalisateur Warren Beatty tournait Le ciel peut attendre, Heaven Can Wait, une comédie fantastique sur un joueur de football américain mort prématurément qui revient sur terre dans un autre corps. Le film nécessitait un décor incarnant le luxe absolu, un manoir d'une beauté si irréelle qu'il pourrait plausiblement passer pour le paradis lui-même. Les repéreurs de Beatty ne s'y tromperont pas, ils choisiront Filoli. La salle de bal se métamorphose en salle de sport pour le personnage de Beatty. Les extérieurs offriront des plans époustouflants. Les jardins formels apporteront cette beauté intemporelle que le scénario exigeait. Le ciel pur attendre fut une superproduction majeure. À sa sortie, des millions de spectateurs découvriront Filoli sans connaître ni son nom ni son histoire. Ils verront simplement l'une des plus belles demeures jamais capturées sur pellicule. Le film fut un triomphe critique et commercial. Récoltant 9 nominations aux Oscars, cette exposition plaque Filoli sur les projecteurs d'une audience immense. Mais si n'était rien, absolument rien, comparé au raz de marée qui allait suivre, en 1981, la chaîne ABC Lanka Dynasty, un soap opéra de prime time narrant les intrigues des Carrington, une famille immensement riche à la tête d'un empire pétrolier à Denver, dans le Colorado. La série réclamait un visage, il fallait une facade à la démesure des Carrington, une image capable de hurler la richesse et le pouvoir absolu sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Les producteurs jetteront leur dévolu sur les plans aériens de Filoli. Chaque épisode de Dynasty s'ouvrait sur le même rituel visuel. Les caméras montées sur hélicoptères balayant le domaine, plongeant sur les jardins géométriques et le manoir georgien, l'incarnation parfaite du luxe de l'âge d'or. Bien que les intérieurs fussent recréés en studio à Los Angeles, les extérieurs étaient indéniablement ceux de Filoli. Dynasty ne fut pas un simple succès, si il fut un raz de marée culturel. À son apogée, plus de 20 millions de spectateurs dévoraient chaque épisode. La saga dure 9 saisons de 1981 à 1989, près de 200 épisodes. Ce qui signifiait que le visage de Filoli s'invita 200 fois dans les salons de millions de foyers à travers le monde. L'effet fut une sorte d'hallucination collective géographique. Dans la fiction, le manoir était censé trôner à Denver au cœur des Rocheuses. On l'appelait le domaine Carrington, mais les spectateurs les plus observateurs ne furent pas dupes. Les clubs de jardinage savants, les passions d'architecture savants et les habitants de la Californie du Nord, eux, reconnurent immédiatement leurs voisins. Filoli devint ainsi une célébrité mondiale incognito. La plupart des gens adoraient l'image sans connaître le nom. Cette exposition eut des retombées très concrètes. Le tourisme explosa. Les pèlerins de la télévision voulaient toucher du doigt la vraie maison de Blake Carrington. Les touristes asiatiques, en particulier, afflueront en masse, la série ayant connu un retentissement international phénoménal. Le National Trust gera cette célébrité soudaine avec une diplomatie d'équilibriste. Ils ne firont pas de publicité ouverte sur le lien avec Dynasty, si n'était pas leur mission première, mais ils ne le nieront pas non plus. Les guides mentionnant l'anecdote et la boutique de souvenirs glissaient quelques clins d'œil subtils. D'autres productions suiviront la voie tracée. Le film Le Club de la Chance de Joy Luck Club y tourne des scènes de 1993. Des séries télévisées et des publicités utiliseront le décor, mais Dynasty reste la référence culturelle indétrônable. Pour toute une génération, Filoli n'était pas l'œuvre des Bourne, c'était la maison de Dynasty. L'ironie était mordante. La famille Bourne avait depuis longtemps sombre dans l'oubli. William et Agnes reposaient en quelque part sur la propriété, invisible aux yeux des touristes venus chercher des paillettes fictives, mordomées à leur côte. Dans les premières années, leur histoire tragique ne figurait même pas au cœur des visites guidées. Lurleen Roth, la gardienne bienveillante, s'éteignit en 1985, 10 ans après avoir fait dans du domaine. Elle vécut assez longtemps pour voir son pari réussir et Filoli devenir un site public prospère, mais elle manqua le pic de cette gloire médiatique et mondiale.
Le National Trust transforma la gestion de Filoli en une mécanique de précision à but non lucratif. Une armée de bénévoles assurait les visites, tandis que les clubs de jardinage locaux prétayant main-forte pour les plantations. Des programmes éducatifs amèneront des milliers d'écoliers pour découvrir l'histoire et de l'horticulture. À l'aube des années 2000, Filoli attirait des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Les jardins restaient spectaculaires, maintenus grâce à une vigilance constante et aux standards d'excellence qu'Isabella Warren aurait exigé. La maison retrouva peu à peu son âme. Des pièces d'époque, souvent offertes par des familles qui avaient côtoyé les Bournes ou les Roth, vinront repeupler les salons. Les fresques de Mucros dans la salle de bal furent méticuleusement restaurées et la salle à manger retrouva l'éclat affiché du Tombs de William. Puis, en 2023, Filoli fit de nouveau la une de la presse internationale, mais pour une raison qui aura dépassé l'entendement de ses fondateurs, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, cherchant un lieu pour un sommet informel en marge de la conférence de la PEC à San Francisco. Le cahier des charges était strict. Il fallait un endroit privé, sécurisé et suffisamment majestueux pour incarner la gravité de la rencontre entre les deux superpuissances. Ils choisiront Filoli. Le 15 novembre 2023, les deux hommes les plus puissants de la planète se rencontreront sur les terrains que William Bourne avait modélisées. Ils marcheront dans les allées que William avait dessinées. Ils converseront dans les pièces que Willis Polk avait imaginées. La couverture médiatique fut titanesque. Les chaînes du monde entier diffuseront les images des jardins de Filoli. Les analystes diplomatiques disséqueront la symbolique du lieu. En Chine, l'événement eut une résonance particulière. Le domaine était déjà une icône pour les touristes chinois, héritage des années dynastie. Ce sommet Bidensi incarna une ironie historique savoureuse. Ce domaine privé, bâti par un monopoleur de l'eau mort près de 90 ans plus tôt, était devenu un terrain neutre pour la diplomatie mondiale. Du refuge solitaire de William Bourne au décor hollywoodien jusqu'à la scène géopolitique, le domaine avait vécu 1000 vies, mais s'il a survécu pour vivre toute seule, c'est grâce à une seule décision prise par Lurleen Roth en 1975. Elle aurait pu vendre, elle aurait pu morceler, elle aurait pu laisser l'endroit devenir autre chose. Au lieu de cela, elle l'a offert, trop peu pour rester privé. Ces 5 mots ont sauvé Filoli. Chapitre 10. Filoli pour l'éternité. Aujourd'hui, Filoli attire plus de 400 000 visiteurs par an. Ils viennent des 4 coins du globe, de Chine, où le souvenir de Carrington flottait encore, des États-Unis, où les passions de botanique connaissant sa réputation légendaire, de San Francisco, où les familles reviennent année après année pour suivre le rythme des saisons, car les jardins fleurissants sont rapides. Au printemps, 75 000 bulbes créant une onde de choc coloré, jonquils, tulipes, jacintes formant des vagues vivantes. En été, les roses explosent dans le jardin clos, tandis que les sauges et les zinnias saturant les parterres, l'automne embrase les feuillages et fait éclore les chrysanthèmes. L'hiver, enfin, offrait la délicatesse des camélias dans le jardin des bois. L'équipe horticole ne plantait pas au hasard. Elle travaille la terre et une photo d'époque à la main, suivant les histoires orales, perpétuant la vision qu'Isabella Warren avait établie et que Lurleen Roth avait magnifiée. Le jardin réussit y prodigeait d'être simultanément historique et contemporain, enraciné dans le passé mais vibrant au présent. La maison opère aujourd'hui comme un musée, bien que ce terme soit trop faible pour décrire ce qu'elle représente réellement. Si n'est pas une relique figée sous cloche, c'est un miracle, un domaine de l'âge d'or qui traverse les siècles en un seul morceau. La plupart de ses contemporains ont été rayés de la carte. Les voisins de la péninsule, les manoirs des Croqueurs ou des Cole, ont subi l'outrage du temps, morcelés, démolis ou convertis jusqu'à devenir méconnaissables. L'après-guerre a balayé ce monde. Maintenir de telles forteresses était devenu une aberration économique et une gêne sociale. Si Filoli a survécu, c'est par une combinaison inouïe de chance et de timing. Le domaine est passé des mains des Bourne à celles des Roth, puis au National Trust, sans jamais subir la moindre division, sans jamais être livré aux appétits des promoteurs. Ces 265 hectares sont restés inviolés. C'est là que réside l'extraordinaire. C'est l'unique témoignage complet et intègre de la vie de l'élite californienne de jadis. Ici, vous pouvez traverser l'histoire physique. La salle de bal vibre encore sous les fresques mélancoliques de Peixoto. La salle à manger a gardé son austérité boisée. Le hall de réception attend encore, semble-t-il, qu'Agnès Bourne descende l'escalier pour accueillir ses invités.
Mais le domaine révèle aussi ses entrailles, les cuisines industrielles, l'office du majordome et les quartiers spartiates des domestiques. Ces murs ne cachent pas la fracture sociale qui rendait cette splendeur possible. L'interprétation moderne des lieux ne farde pas la réalité. Elle reconnaît que ce mode de vie reposait sur une main-d'œuvre à bas coût et que le monopole de l'eau de William Bourne a pesé lourdement sur le petit peuple de San Francisco. La richesse de l'âge d'or était faite d'innovation, certes, mais aussi d'exploitation. Filoli a l'honnêteté de préserver la beauté sans nier le prix humain qu'elle a coûté. Les jardins de Bruce Porter sont toujours là. Les détails de Willis Polk sont intacts. La vision du couple fondateur reste lisible. Mais l'histoire de cette terre est bien plus ancienne que ses briques. Elle fut le foyer du peuple Ramaytush-Ohlone pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens. Une mémoire que le domaine honore désormais à travers le centre d'interprétation Lamchin. Et plus profond encore, la terre elle-même gronde. La faille de San Andreas cisaille littéralement la propriété. Sur un simple pont du sentier nature, vous enjambez la frontière tectonique entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique. La même faille qui a dévasté San Francisco en 1906 court sous les racines des jardins de Filoli. William Bourne le savait, il a bâti quand même. Il avait compris la nature de la Californie. On construit sur le chaos avec prudence en acceptant le risque. Maintenir un tel colosse exige un effort titanesque. 6 hectares de jardins formels ne s'entretiennent pas par magie, et les bâtiments historiques sont des patients fragiles. On ne remplace pas l'histoire par du moderne, on la soigne. Le National Trust opère aujourd'hui comme une organisation à but non lucratif qui doit assurer sa propre survie. Ce sont les billets d'entrée, les adhésions et les dons qui couvrent l'essentiel des coûts. La dotation de l'Urline Roth aide, mais elle ne suffit pas à tout. Cela crée une dynamique fascinante, une ironie savoureuse. Ce monument érigé à la gloire de la richesse privée absolue et de l'exclusion survit aujourd'hui grâce à la multitude. C'est devenu un espace démocratique, une chose que William Bourne n'avait sans doute jamais envisagée. Des milliers d'écoliers viennent y apprendre l'histoire et l'horticulture. Les historiens fouillent le passé des familles, les étudiants en architecture dissèquent le génie de Polk. Et le sommet Biden-Xi de 2023 a offert à Filoli une nouvelle jeunesse médiatique, rappelant au monde, et notamment aux visiteurs chinois déjà séduits par les souvenirs de la série Dynasty, que ce lieu reste un carrefour incontournable. Ce sommet a également démontré la pertinence intacte de Filoli. Ce n'est pas une pièce de musée figée sous cloche. C'est un lieu où l'histoire continue de s'écrire. Des mariages sont célébrés dans les jardins, des entreprises y tiennent conseil et des concerts font encore vibrer la salle de bal où Agnès Bourne jouait jadis du piano. Le domaine reste vivant, il respire. Pourtant, 4 tombes reposent dans un petit cimetière sur la propriété. William Bowers Bourne II, Agnès Moody Bourne, Maud Bourne Vincent, et ce fils mort au berceau en 1882. Les visiteurs ne voient généralement pas ces sépultures. Elles sont absentes des circuits touristiques, mais elles sont là. Elles rappellent que ce monument était avant tout un foyer, que des gens ont vécu ici, ont souffert ici et sont morts ici. William avait bâti Filoli pour rajeunir. Le destin en a décidé autrement. C'est devenu le lieu où sa famille s'est éteinte et où son véritable héritage a commencé. Le domaine qu'il a créé lui a survécu de près de 90 ans. Il traversera probablement le siècle à venir. Grâce à la préservation du National Trust, les générations futures verront ce qu'il a bâti. William approuverait-il que Filoli soit devenu un espace public ? Nul ne peut le savoir. Il avait conçu ce lieu pour l'intimité, en contrôlant l'accès avec une rigueur absolue. L'idée que 400 000 étrangers arpentent ces jardins chaque année l'aurait peut-être horrifié. Mais il n'est plus là. Agnès est partie. Maud est partie. L'Urline Roth est partie. Seul Filoli demeure. Chaque printemps, les jardins fleurissent exactement comme Isabella Warne les avait dessinés. La salle de bal résonne encore parfois de musique. Le réservoir que William contrôlait scintille toujours au loin. Si le domaine survit, c'est parce que l'Urline Roth a compris une chose que William Bourne ne pouvait pas savoir en 1917 à la fin des travaux. Certaines choses sont trop belles pour être gardées pour soi. Certains lieux appartiennent à tout le monde, que leur bâtisseur l'ait voulu ou non. Filoli a été bâti par la fortune et l'ego d'un homme. Il a survécu parce qu'une femme a choisi de le donner. Voilà son véritable héritage. Ce n'est pas la richesse qu'il a créée, ni la tragédie qui l'a marqué, mais la décision de le partager.
400 000 personnes marchent chaque année dans le rêve de William Bourne. Il voit ce qu'il voyait. Il marche là où il marchait. Ils se tiennent là où il s'est tenu dans son fauteuil roulant, contemplant les jardins et la vallée au-delà. Son empire a disparu. La Spring Valley Water Company a été dissoute il y a des décennies. La mine Empire a fermé en 1956. La fortune s'est dispersée, mais le jardin reste. La maison tient bon. La vision persiste. C'est ce qui survit de l'âge d'or. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais la beauté. Et peut-être est-ce suffisant ? Lorsque William Bowers II, assis dans son fauteuil au sommet du jardin, regardait la maison qu'il avait construite et la vallée qu'il avait domptée, il ne pouvait imaginer ce que Filoli deviendrait. Il l'avait voulu comme une retraite privée, un lieu de rassemblement pour l'élite de San Francisco loin de la ville, un monument à ses accomplissements, un cadeau pour sa femme, un lien avec sa fille en Irlande. Il y est mort en 1936, enterré dans le jardin aux côtés des siens. Filoli est passé aux mains des Roth, qui y ont ajouté leur propre chapitre. Lurline a agrandi les jardins. Elle a maintenu le domaine pendant près de 40 ans, gardienne fidèle d'une beauté qui l'a dépassée. Puis, elle commit l'impensable. Elle donna tout. Aujourd'hui, Filoli se dresse comme l'ultime témoin intact de l'âge d'or sur la péninsule de San Francisco. Toutes les propriétés similaires ont été morcelées, démolies ou défigurées par le temps. Seul Filoli a survécu dans son intégralité. Les jardins imaginés par Bruce Porter et plantés par Isabella Warne fleurissent encore, fidèles à leur vision première. La demeure érigée par Willis Polk témoigne toujours de sa maîtrise d'une architecture géorgienne savamment adaptée à la Californie. 400 000 personnes viennent ici chaque année. Elles contemplent une beauté née d'une richesse extrême, mais préservée pour le bien commun. Elles déambulent dans les pièces où William et Agnès recevèrent le monde. Elles admirent des fresques peintes pour un homme qui ne pouvait plus voyager. Elles font l'expérience physique de la vie de l'élite californienne d'il y a un siècle. Pourtant, l'histoire n'est pas un conte de fées. William Bourne a bâti sa fortune sur un monopole de l'eau qui a pesé lourdement sur le petit peuple de San Francisco. La mine Empire, qui a financé ses murs, employait des hommes dans des conditions périlleuses pour des salaires de misère. Et ce mode de vie élégant reposait entièrement sur une armée de domestiques travaillant 14 heures par jour. Mais Filoli préserve aussi une beauté irremplaçable, des jardins qui ont mis des décennies à mûrir. Une architecture d'un artisanat exceptionnel, une vision qui a abouti à la perfection. La famille Bourne n'est plus. Leur fortune s'est évaporée, leurs entreprises ont été dissoutes ou vendues. Mais le domaine demeure, car Lurline Roth avait saisi une vérité profonde. Certaines choses sont tout simplement trop belles pour être gardées. Filoli n'était pas destiné au public. Il fut bâti pour le secret. William serait sans doute horrifié de voir des groupes de touristes piétiner ses parterres, mais William n'est plus là pour s'y opposer. Son seul héritage tangible, c'est ce qu'il a bâti, et cet héritage appartient désormais à tous. Le domaine survit, changé, mais intact. Les jardins fleurissent, la maison tient bon, la vision persiste. C'est cela qui reste de l'âge d'or. Pas les empires, pas les fortunes, les jardins. Si vous franchissez les grilles de Filoli aujourd'hui, vous emprunterez les sentiers où William fut poussé dans son fauteuil. Vous verrez la salle de bal où Agnès jouait du piano. Vous vous tiendrez là où Lurline a œuvré pendant des décennies pour préserver la création des Bourne. Vous ne verrez pas le cimetière familial, il se dérobe au regard, hors du circuit. Mais vous comprendrez pourquoi Filoli compte. Pourquoi cela valait la peine d'être sauvé. Pourquoi 400 000 personnes viennent chaque année voir les jardins et le manoir d'un magnat de l'eau mort il y a près de 90 ans. Parce que la beauté transcende ses origines. Parce que les lieux finissent par signifier bien plus que ce que leurs bâtisseurs avaient prévu. Parce que parfois, les choses que nous créons nous survivent d'une manière que nous n'aurions jamais osé imaginer. Filoli est trop beau pour rester privé. Lurline Roth avait raison.